Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Perrine Bulgheroni. Bonjour Perrine. Bonjour Fred. Alors, tu es très engagée pour la promotion d'une agriculture locale et respectueuse de la nature. Ton domaine à toi, c'est la permaculture, mais tu n'es pas née dans cet univers. Tu es tombée amoureuse de cet univers après un parcours atypique qui mêle le basket au niveau professionnel, des études d'avocate et de psychothérapeute et aussi pas mal d'années au Japon et en Chine avec pour constante la recherche de sens. Mhm. Ta motivation, c'est de se battre contre l'injustice, que ce soit en tant qu'avocate ou en tant qu'entrepreneur. Il paraît même que à l'école, on t'appelait Zorro ou plutôt Zorotte. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, tu connais le principe de l'émission. On va d'abord explorer les grandes étapes de ton parcours pour comprendre comment tu l'as construit, puis on plongera dans ton univers Mhm. pour tout savoir sur l'agriculture respectueuse de la nature et la permaculture. On aura le plaisir de voir Rebecca venir agrémenter nos échanges d'informations et d'illustrations sur ton parcours et sur tes passions. Mhm. Et on va se servir de tout cela pour explorer ton esprit pionnier, tes émotions, tes apprentissages, tes réflexions, ton cerveau, en quelque sorte, rien que ça. On va essayer de se mettre à ta place et de comprendre la manière avec laquelle tu vis et tu prends tes décisions. Et tout d'abord, on commence par ton parcours. C'est parti. Alors, une jeunesse assez sportive. Dans ton enfance, tu as grandi à Arras. Oui. Voilà, tu y as fait l'entièreté de ta scolarité. Mhm. Tu étais quel genre d'enfant? Plutôt hyperactive, assez sportive. J'aimais me balader avec mon chien. Voilà, j'avais déjà pas mal de rêves, pas mal d'envies, pas mal d'ambitions. Donc, une enfant un peu atypique, mais plutôt bien inscrite dans son environnement, bien Au intégrée. potentiel ou comme tout le Ah monde? oui, oui, j'ai été détectée assez tôt. À l'époque, c'était pas banal, mais à l'âge de 4 ans, j'ai été détectée, HPI, on dit ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait. À l'époque, on disait, surdouée, ce qui est pas très joli. Mais voilà, ça veut dire qu'on était des enfants atypiques, qui avions des facilités, dans certaines matières. Et puis moi, il fallait me tenir, hein, en classe. Quand j'avais fini ce que les maîtresses donnaient à faire, on m'envoyait faire le tour de la cour de récré en courant parce que j'avais un peu d'énergie à dépenser. Donc ils se sont assez vite posé des questions. Alors, tu as fait beaucoup de sport, et tu étais fan de Michael Jordan. Ah oui, ah oui, ah Ah oui. oui. Non seulement pour son jeu, mais aussi pour les valeurs de travail dans lesquelles je me retrouve beaucoup. Tu sais, je suis du Pas-de-Calais, donc dans le Nord, on a quand même cette valeur fortement chevillée au corps. Et chez Jordan, on retrouve tout ça, en fait. Cette envie de bien faire, d'aller jusqu'au bout, d'être performant, mais avec des valeurs très, très fortes. Oui et donc à 17 ans, tu pars, pour des études de droit, Mhm. alors que, tu étais plus basket, Bah, j'allais mais pas faire des études de basket, hein. ah, Il fallait bien faire quelque chose. Michael Jordan, il a fait sa carrière dedans. Donc, Oui, moi, j'avais pas ce talent. qu'est-ce qui t'a motivé à aller faire des études de Écoute, j'avais droit? pas vraiment de motivation et je savais pas trop quoi faire. Mon père m'a dit: «Bah, écoute, fais du droit, ça mène à tout». La preuve, puisque je suis agricultrice, aujourd'hui, Oui, mais bon. alors ça mène vraiment à tout. Très bien. Mais voilà, donc c'était un raccourci entre ma curiosité envers tout ce qui se passait dans le monde, une réflexion plutôt analytique déjà qui était là et une envie sans doute de lutter contre les injustices. Et Rebecca va nous raconter la suite. Bonjour Rebecca. Bonjour. Bonjour. Vous avez donc commencé le basket à 6 ans pour arrêter près de 30 ans plus tard après avoir joué en National 2. Devenir sportif de haut niveau vous a donc beaucoup appris sur le corps, sur l'alimentation, sur la santé, un centre d'intérêt que vous avez pu approfondir pendant les 5 années que vous avez passées au Japon et en Chine. Et c'est là où vous avez découvert l'art du massage et de la méditation. Après un DEA en droit du développement, vous avez travaillé comme juriste international, Mmh. responsable du service juridique d'une importante entreprise en Asie, tout en travaillant bénévolement pour le Haut Commissariat aux réfugiés. Et c'est à 30 ans que vous avez totalement changé de voie, où vous avez commencé des études de psychothérapeute, psychologie, sophrologie, massage du monde, généalogie, maternité-enfance. Vous avez exercé pendant plusieurs années, en particulier faisant des formations de relaxation en milieu scolaire.
Et en 2003, avec votre mari Charles, vous avez créé la ferme biologique du Bec et Loin. La ferme s'est développée au fil des années pour devenir l'un des premiers lieux en production maraîchère en Europe, dessiné selon les concepts de la permaculture. Et cette découverte de la permaculture a été une révélation pour vous, puisque depuis, vous y êtes entièrement consacré, ce qui vous a valu la nomination à l'ordre de chevalerie de l'Ordre national du mérite. Bien renseigné, hein? Ah oui, bah, écoute, on a travaillé, en amont tout cela et alors, quand même un point qui m'intéresse, alors que tu es étudiante en droit, tu fais Mmh. ta thèse, tu pars au Japon. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu sais, j'ai toujours été une personne de terrain, donc j'avais déjà fait un DEA, pour ouais, à l'époque, ça s'appelait DEA, aujourd'hui, ce serait un master 2. C'était beaucoup de théorie. J'enchaînais avec un début de thèse. Moi, j'avais désespérément besoin d'action, de terrain. Et puis, je faisais du droit international et on n'étudiait même pas l'anglais, si tu veux. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas être hors sol à ce point. Donc, je m'en vais, je vais me faire une expérience, quelle qu'elle soit d'ailleurs, à Tu es allée au l'étranger. Japon pour apprendre l'anglais? Non, bah, je fais un Le raccourci, Japon, mais ça s'est fait par hasard, mais alors incroyablement par hasard. Je trouve, en France, une petite annonce pour, un poste d'enseignant, français langue étrangère au Japon. J'avais aucune qualification, on demandait juste une licence à l'époque et hop, je pars et au bout de quelques jours là-bas, une amie japonaise me tend une annonce. On cherchait dans un cabinet d'avocats, qui faisait des affaires franco-japonaises, un ou une juriste francophone et hop, je me présente et ça marche. et là, tu restes plus de 3 ans. Je reste plus de 3 ans, oui, parce que c'était une magnifique expérience. J'ai beaucoup aimé ce pays, j'ai beaucoup aimé ce début de carrière qui était, très intéressant, très challengeant. Pour moi, le droit, c'était quand même quelque chose qui intellectuellement me satisfaisait. Je trouvais pas trop de sens, mais intellectuellement, le challenge me Du plaisait. coup, tu comparais un petit peu, le droit français, le droit japonais, Non, c'était plutôt du business pour le coup, si tu veux, des négociations de contrats entre une entreprise française, une entreprise japonaise qui voulait s'installer en France. J'étais en 98, tu vois, l'époque de la grande tempête. Et c'est tout bête, mais il y avait beaucoup de Japonais à l'époque qui avaient des châteaux en France. Donc, il fallait faire tous les recours par rapport aux assurances suite à la tempête. Tu vois, plein de petits trucs comme ça. C'était un petit cabinet, mais c'était très intéressant. C'était assez divers. et alors une fois que tu reviens en France, après ce séjour au Japon, tu restes pas très longtemps et Mm. puis tu repars cette fois pour Hong Kong. Oui. Tu ne t'y plais pas trop et tu, reviens en France pour prendre 6 mois sabbatiques. Comment tu décrirais cette période d'aller-retour et qu'est-ce qui se passait dans ta tête? À quoi tu pensais? Qu'est-ce que tu cherchais? En fait, je me suis aperçue, dès mon entrée au cabinet d'avocat à Tokyo, au bout de 3 jours, je savais que ce métier n'était pas fait pour moi. Ce métier de juriste, dans un cabinet d'avocat et cetera. Encore une fois, hein, j'aimais le challenge intellectuel, mais j'avais besoin d'un vrai engagement, tu vois? C'est pour ça, entre autres, que j'ai fait du bénévolat pour le Haut Commissariat aux réfugiés en même temps, quand j'étais à Tokyo et donc je pars à Hong Kong, mais c'était toujours dans ce monde très business. Et je m'y retrouvais toujours pas. Je cherchais un peu ce qui pouvait être mon engagement, en fait, quelle était ma place, hein, ce que je voulais faire de ma vie, entre guillemets. Et du coup, je me posais beaucoup de questions et je me suis accordé ces 6 mois sabbatiques en me disant: «Bon, je vais réfléchir, je vais aller voir un petit peu ma famille en France». Je les voyais pas beaucoup, hein, je travaillais vraiment à un rythme asiatique à l'époque, donc pas beaucoup de vacances, pas beaucoup de congés et je suis, rentrée, rendre visite à ma famille, passer un petit peu de temps avec eux et puis je m'apprêtais à repartir. Moi, je posais pas mes bagages en France. Ça se prépare, hein, un retour en France quand tu es expatrié. Mmh. Surtout que moi, j'aime beaucoup, hein, être à l'étranger, parler des langues étrangères, vivre entouré de personnes de culture étrangère. C'est quelque chose dans lequel je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau. D'accord et donc c'est à ce moment-là que tu te diriges vers, la psychothérapie aussi, vers, Alors, heu tout à fait par hasard, pendant ces 6 mois, je me dis: «Bah, qu'est-ce que je peux faire?» Donc, en Asie, j'avais été sensibilisée au yoga, au massage, à l'ayurveda, à toutes ces choses-là. Je me suis dit: «Tiens, je vais me faire, je vais m'offrir une formation de massage. Je vais apprendre à masser vraiment bien», parce que j'aimais ça, j'aimais être massée et masser. Donc le truc un petit peu bizarre, mais voilà, c'est ce que j'ai fait pendant mes 6 mois sabbatiques et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon ex-mari Charles. Donc plus question de repartir à l'étranger. Je pose mes bagages en France et à ce moment-là, on s'est dit: «Bah, il va falloir qu'on réinvente notre vie». Pour moi, il était hors de question de reprendre un job de juriste en France, tu vois? Il y avait pas vraiment de sens et puis tandis que je faisais cette formation de massage, mes formateurs me disaient: «Ah bah, tu as une bonne main, pourquoi tu continues pas?» Donc j'ai fait formation de sophrologie, de psychothérapie et voilà comment petit à petit je suis devenue, thérapeute. et donc ensuite, en 2003, tu t'installes, en Haute-Normandie. Oui, au Alors bec et loin. raconte-nous. Au bec et loin. Alors, Eh ben, raconte. on venait de se marier, Charles avait déjà cette petite maison et moi, pour avoir vécu un rythme vraiment très intense, ces premières années professionnelles, je n'avais qu'une envie, c'était de retrouver une certaine qualité de vie, des bons produits,
à manger et puis, être auprès de la nature. Donc on s'est dit: «Bah, tiens, on va s'installer en Normandie». Mais alors, au milieu de nulle part, à la campagne, quand tu es juriste international, bah, voilà, il faut un peu réinventer ta vie, ta carrière et de fait, je me suis installée d'abord comme thérapeute et puis petit à petit, on est devenu plus ou moins autosuffisant en légumes. On a commencé avec un petit potager familial et puis ça a augmenté et Charles m'a dit un beau jour: «Bah, moi, j'ai envie d'en faire un métier». Je lui dis: «Bah, très bien, moi, je vais faire autre chose parce que avoir les mains dans la terre toute la journée, c'est vraiment pas mon truc». C'est ce que je pensais à l'époque et puis voilà, il a commencé à s'investir à fond, je l'ai regardé faire et j'ai commencé à aider et puis on connaît l'histoire, hein. Dès qu'on s'investit un petit peu, après on se laisse complètement happer et j'ai eu, je pense un véritable coup de foudre pour, la terre, pour la nature, mais qui n'a pas tout de suite pris sens quand même, hein. Ça, c'était 2003 et là où j'ai vraiment eu cette révélation, c'est quand en 2008, on a rencontré la permaculture. Alors là, tout était limpide pour moi. Les pièces du puzzle se sont assemblées entre le fait de vouloir produire une alimentation de qualité, qui est bonne pour les gens, qui est bonne pour la santé, le fait de même pas préserver, mais peut-être même améliorer un peu plus l'environnement dans lequel on vit, faire revenir la biodiversité et véritablement créer en lien avec la nature, en fait, produire une alimentation qui viendrait de notre compréhension de l'écosystème. Et donc toute cette, ferme devient, quelque part un modèle, qui a été, copié, qui a été, enfin en tout cas Malgré nous, hein, regardé? parce qu'on a été complètement pionniers, on a mordu la poussière, on a cherché à droite, à gauche des techniques qui n'existaient pas ou qui n'existaient plus, parce que sans prétention, on n'a rien inventé. On est allé rechercher des savoirs ancestraux. On les a «mixés» entre guillemets avec les dernières connaissances scientifiques sur le sol notamment. On a beaucoup appris, sur le sol et puis à partir de là, on a fait une agriculture qui nous ressemblait, une agriculture qui était post-pétrole comme on l'appelait à l'époque, donc qui consommait le moins d'énergie possible, qui était la plus saine possible à tout niveau et puis un pied devant l'autre, petit à petit, on a élaboré une méthode, qui effectivement a pas mal été suivie après. Et alors en parallèle, en 2010, tu as une volonté d'avoir encore plus d'impact et tu deviens conseillère régionale d'Europe Écologie Les Verts et tu y resteras 6 ans. C'était Mmh. comment? Qu'est-ce que tu retiens de cette, Alors déjà, je période-là? ne voulais pas. On est venu me Ah, chercher parce que la ferme commençait à avoir une petite notoriété locale et c'était le moment où Europe Écologie et Les Verts s'ouvrait aux candidats de la société civile, comme ils disaient. Et donc, ils sont venus me chercher. En plus, j'étais femme, ils avaient besoin de femmes, hein, donc ça prenait tout son sens parce que ça aurait pu être Charles aussi, hein. Et je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas?» Au départ, ils voulaient juste que mon nom soit sur la liste. J'avais dit: «Bon, bah, OK». Puis quelques semaines après, ils m'annoncent que je suis tête de liste dans le département. Je me dis: «Bah, ouais, mais moi, je sais pas faire. Enfin, en quoi ça consiste?» Donc écoute, ça a été une expérience extrêmement intéressante, très enrichissante, mais ça ne me convient vraiment pas. Moi, j'ai besoin que les projets avancent, j'ai besoin, que ça aille vite, que ce soit concret. Je suis vraiment une personne de terrain et puis j'ai besoin d'authenticité aussi. Heu, on dit en Normandie, il y a les faiseux et les taiseux. Donc moi, je suis faiseuse et taiseuse, c'est-à-dire que j'aime faire et pas trop parler et j'ai un peu l'impression qu'en politique, c'était un petit peu l'inverse. alors plus récemment, tu as lancé un mouvement qui s'appelle, Adopte ta ferme. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une initiative qui est née, du constat que j'ai fait, d'un constat assez malheureux, hein, mais aujourd'hui, dans le monde de l'agriculture, on rigole pas beaucoup malheureusement. Donc ce constat qui était de se dire, il y a véritablement un énorme fossé qui s'est créé dans notre société entre déjà le monde rural et le monde urbain. Et encore plus avant, entre les agriculteurs et on va dire, les gens normaux de la société civile. Je pense qu'il y a une incompréhension parce que les uns les autres ne savent pas très bien en quoi consiste le métier de l'un ou de l'autre, tu vois? Pendant le confinement, on a applaudi les éboueurs, les infirmiers, bien sûr, les gens qui travaillent dans les hôpitaux par définition, mais les agriculteurs, on les a un peu oubliés. C'est comme si c'était normal de toute façon qu'eux continuent à travailler et il y a un manque de reconnaissance de ce métier-là, je pense, par ignorance. Donc mon idée, c'est de créer des ponts entre des groupes de personnes qui ne se parlent pas parce que elles ne se connaissent pas et puis elles sont souvent éloignées géographiquement. Et l'agriculture a aujourd'hui terriblement besoin d'aide. Pas d'une aide financière seulement, mais d'une aide, une espèce de reconnaissance, parce qu'on a beaucoup parlé d'agri-bashing, mais ça, c'était un petit peu une excuse qui a été utilisée pour dire que les agriculteurs, certains agriculteurs travaillent mal, mettent des pesticides, ce qui est vrai, hein. Mais globalement, les Français aiment les agriculteurs, sauf qu'ils ne les connaissent pas. Donc je me dis, si on dit à chaque entreprise sur le territoire d'adopter sa ferme, entre guillemets, c'est plus un parrainage en fait, Mmh. hein, dont il s'agit, eh bien, on crée du lien
Alors le lien, il peut se concrétiser en faisant en sorte que les salariés de l'entreprise aillent acheter des paniers de légumes au maraîcher d'à côté. Ça peut être ça. Mais c'est pas juste ça, parce que ça existe déjà, ce type d'initiative. L'idée, c'est véritablement que ces êtres humains apprennent à se connaître. Bon, pourquoi pas emmener le conseil d'administration de l'entreprise en réunion à la ferme ou en team building dans les Voilà, champs à une la réunion ferme. de COMEX Voilà. dans la ferme. Ce sera pas en costume pour cette fois, mais c'est pas grave. En costume avec des bottes, Voilà. peut-être. Ça va être Euh, salissant quand même. alors maintenant qu'on a une bonne vision sur ton parcours, on va justement pouvoir rentrer dans les coulisses de tes passions. Tout de suite, séquence passion. Alors ton monde à toi, on l'a compris, c'est l'agriculture et plus précisément la permaculture. Tu as écrit plusieurs livres d'ailleurs sur le sujet, dont le triptyque Vivre avec la terre que nous avons ici. Mhm. Dans lequel tu expliques comment nourrir le monde de demain via une agriculture en accord avec la nature. Alors, ensemble, on va expliquer ce que c'est un petit peu la permaculture, enfin ce que nous, on en a compris, et quels sont les enjeux du secteur. Rebecca. Alors, la permaculture, c'est la contraction de permanente agriculture. Née dans les années 80, elle est un art de vivre et de cultiver la terre, comme un retour à l'agriculture paysanne traditionnelle en réaction à la mondialisation. Il s'agit de cultiver l'harmonie en s'inspirant de la nature et à tirer profit des services que la nature nous rend. Et c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. La permaculture est aussi et surtout un mode de pensée, gagner un maximum de place sur un petit espace grâce à des installations économes en ressources et avant tout en respectant les êtres vivants et leurs relations réciproques. Cette pratique est allée piocher dans des agricultures paysannes à travers le monde et est allée regarder du côté de la science, de la microbiologie des sols. D'ailleurs, revitaliser et prendre soin des sols, c'est une des bases avec les animaux qui participent à la fertilisation et à l'harmonie globale. La permaculture s'est fondée sur 12 principes, comme par exemple ne pas produire de déchets, observer, interagir, privilégier les solutions innovantes et à petite échelle, et inclure une quête de sobriété énergétique. Merci beaucoup, Rebecca. C'est pas évident à définir en général, hein, la permaculture, hein. C'est tellement de bon sens que souvent on a du mal à l'expliquer. Donc bravo pour cette explication. Alors, c'est une forme de retour de bon sens. On a presque l'impression de décrire quelque chose qui devait exister avant, qui On n'a rien pour un- inventé, effectivement. pendant un temps n'a plus existé et revient avec tout le bon sens justement de la terre, Hmm. quelque part. Et qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans la permaculture? Qu'est-ce qui te fascine? Ce qui me fascine, c'est que mes études de juriste n'auront pas servi à rien. Ah, Mais oui, bon, regarde, quand je suis dans ma ferme et que je regarde et que j'analyse ce qui se passe, en droit, c'est pareil. Tu prends un cas, tu l'analyses, tu essayes de comprendre la problématique, tu as ton code civil, tu vas regarder quelle est la règle, hein, et puis à partir de là, tu essayes de résoudre ton cas. Dans la ferme, c'est pareil. Tu te balades, tu analyses, enfin, tu observes d'abord. Première chose, c'est très important dans notre métier, l'observation. Tu analyses. Il y a des règles qui sont celles de la nature, et en vertu de ces règles, bah, tu essayes de résoudre ton problème, en fait, de trouver une solution. Donc, ce côté analytique, j'avoue, m'amuse beaucoup. alors est-ce que la permaculture peut sauver le monde? Et qu'est-ce qui lui manque pour être plus répandu? Alors la permaculture, c'est pas du tout une méthode agricole. Donc la permaculture va pas sauver le monde, c'est l'être humain qui se sauvera lui-même s'il le peut. La permaculture a ce truc absolument génial, selon moi, qui est d'apporter dans nos petits cerveaux cette pensée écosystémique, c'est-à-dire de voir tout comme des éléments appartenant à un même système et reliés, comme dans la nature en fait. Dans la nature, on sait désormais que les arbres se parlent, hein, ils communiquent, ils ont leur langage à eux, mais pas que les arbres. Les arbres communiquent avec les micro-organismes. Enfin, il y a tout un réseau en fait de communication qui fait que chacun finalement essaye de tirer des bénéfices pour lui, mais ce faisant, il emmène tout le monde dans la foulée. Et cette pensée-là, moi, j'aimerais qu'elle irrigue partout, dans les entreprises, dans les écoles. Et si on pensait beaucoup plus de façon écosystémique et moins linéaire, eh bien, je pense que on éviterait certains écueils, notamment celui d'altérer la planète telle qu'on le fait aujourd'hui. Passionnant, un réseau de communication et un écosystème tout entier. Il est temps de passer à la séquence suivante. Ah oui, ouais. Mm. Rebecca est de retour pour nous parler de tes derniers projets en cours. Rebecca. Et on commence avec La foi, la fourche et la fourchette. C'est votre nouveau livre qui sortira à la fin du mois d'octobre. Il s'agit d'un recueil de recettes du monastère de Solan. C'est un monastère orthodoxe qui converge
Foi chrétienne et engagement écologique que vous avez écrit avec Dorothée Perkins et en collaboration avec les Sœurs du Monastère. Par ailleurs, vous êtes en train de chercher une grosse exploitation, une grande ferme pour y installer des agriculteurs en collectif, puisqu'aujourd'hui, s'installer seul en agriculture est devenu très compliqué. Les jeunes rament, surtout ceux qui ne viennent pas du milieu à la base. Et le but est de monter un système en boucle fermée, faire venir des gens dans le secteur pour se stabiliser économiquement sur le long terme, puisque ça rassure les investisseurs. Il s'agira d'un projet pilote pour créer des coopératives de nouveaux genres pour développer ce modèle un peu partout. Tout à fait. On passe à la séquence suivante, la séquence Quizic. Alors, le Quizic, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une. Je te rappelle les règles. Je te pose plein de questions. Donc, ça, c'est la partie quiz. Et puis, on écoute pendant ce temps-là une musique que tu aimes bien, c'est-à-dire la zik, d'où Quizic. C'est parti. Donc, tu dois répondre en quelques secondes. Tu fais des réponses courtes, ça va vite. T'es prête? On lance le chrono. C'est parti. Quel stress. Alors, c'est quoi ton légume préféré? L'aubergine, Tu préfères élever des légumes ou élever des animaux? les deux. Si tu étais un animal de la ferme, ce serait lequel? Une chèvre, Quel est le légume le plus compliqué à cultiver? la carotte, Quelle est la qualité à avoir pour être agriculteur ou agricultrice? la persévérance et la passion. J'en ai dit deux, mais il en fait qu'une. Pardon. Bon, on va dire la persévérance passion. Quel est ton meilleur souvenir de la ferme du Bec et Loin? C'était de pouvoir voir mes enfants grandir. Quand elles étaient toutes petites, elles aimaient beaucoup être dans cette ferme et j'aimais beaucoup pouvoir travailler, les avoir à côté en train de jouer. Quel est le conseil que tu donnes aux personnes qui veulent se reconvertir dans l'agriculture? De bien réfléchir, de prendre le temps, de se former, de s'assurer que financièrement, elles peuvent assumer 2-3 années un petit peu difficiles au départ. Et puis après, de s'armer de patience et de courage, mais c'est sans doute le plus beau métier du monde. Qu'est-ce que tu penses qu'on mangera en 2050 et qu'est-ce que tu penses qu'on ne mangera pas? On mangera moins de viande, on mangera beaucoup de bons légumes et tout le monde saura les produire. Est-ce que tu as un talent caché? Est-ce que j'ai un talent caché? Non, mis à part comprendre le japonais. Ah bah c'est déjà pas mal. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as pleuré de joie? C'est sans doute en lien avec mes filles. Je sais que j'ai pleuré de tristesse quand l'aînée est partie étudier en Angleterre, mais sans doute pleuré de joie aussi quand elle a eu son bac et qu'elle a eu ce qu'elle voulait et qu'elle était très contente de pouvoir partir. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui, ce qui n'est pas loin d'être le cas, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais? La plus belle phrase que je leur adresserais, le problème est la solution. C'est un principe de permaculture. On peut l'interpréter comme on veut. Aujourd'hui, on focalise beaucoup sur les problèmes et beaucoup moins sur les solutions, alors qu'on a tous les cerveaux, toutes les personnes qui pourraient nous aider à trouver les solutions. Si on met de côté l'attrait économique et financier, on a tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut en tant qu'être humain pour se sortir de ces situations difficiles. Merci Perrine de t'être prêtée au jeu. Alors quelques mots sur la musique que tu as choisie pour accompagner ce Quizic. Une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Sonia Jobarte et là le morceau c'est Gambia. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi cette chanson? Je sais pas, j'ai toujours été très émue par la musique africaine depuis toujours. Et cette femme qui raconte son pays, qui s'est battue, on connaît le statut des femmes notamment en Afrique, ça fait remonter en moi une espèce de sororité très forte. Merci beaucoup, c'est la fin de ce tête-à-tête des pionniers, Perrine. Merci de nous avoir fait découvrir ton monde et tes pensées. Merci de nous avoir tous donné envie de vivre avec la Terre. Merci à toi Fred. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.